Il vaut mieux s'attacher. À son lancement en 1988, l'Airbus A320 est un avion révolutionnaire. Premier appareil à commande entièrement électrique. 2 minutes. Son équipage se réduit à 2 pilotes. Et surtout, il est doté d'ordinateurs de bord capables de corriger presque toutes les erreurs humaines. Pour Airbus, le succès est au rendez-vous et aujourd'hui, plus de 10 000 A320 volent de par le monde. C'est un avion sûr, fiable et performant. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Et les automatismes, aussi sophistiqués soient-ils, peuvent eux aussi connaître, dans certaines circonstances, J'ai une urgence. des défaillances. Voici l'histoire du vol XL Airways 888. We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Unit Tower, Aero Peru 603. We are in an emergency. Nous sommes à l'aéroport de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Et aujourd'hui, cet Airbus d'Air New Zealand est programmé pour un vol un peu particulier. Messieurs, bonjour. Des problèmes à signaler sous le capot? En fait, l'avion revient dans le giron d'Air New Zealand après avoir été loué durant 3 ans à la compagnie allemande XL Airways. Tout a l'air de marcher. Vous n'aurez aucun problème. Le commandant Norbert Keppel et son copilote sont allemands. Et leur mission du jour est précise. On dirait que c'est à moi de jouer. Prouver aux techniciens néo-zélandais que l'avion leur est restitué en parfait état de marche. L'Airbus vient tout juste d'être repeint aux couleurs de son propriétaire, Air New Zealand. Il vaut mieux s'attacher. Ils sont prêts en cabine. Bref, c'est un vol de contrôle à bord duquel embarque, en plus des 2 pilotes allemands, un représentant de l'aviation civile néo-zélandaise, ainsi que 3 ingénieurs et un pilote néo-zélandais. On peut comparer ça au retour d'une voiture de location. Quand le loueur la récupère, il l'envoie à la maintenance pour vérifier qu'elle n'a pas eu d'accident, qu'elle n'a pas été endommagée et que tous ses systèmes fonctionnent bien. Triple 8 Tango, Il vous faut combien de délai? Sur ce vol, c'est le commandant Keppel qui assurera le pilotage de l'avion, 2 minutes. alors que son copilote, Theodor Ketzer, s'occupera de la radio et des instruments. On sera prêt dans 2 minutes. Juste derrière les 2 hommes, le commandant néo-zélandais Brian Orell. Il est là pour vérifier les résultats des 45 tests prévus lors de ce vol de contrôle. Un vol de contrôle, c'est un vol où un équipage spécialement entraîné teste tous les systèmes de l'avion, y compris les systèmes de secours. Ok, triple 8 Tango, procédure départ 3 novembre. 3 novembre, vous avez ça? Oui, 3 novembre. Le directeur du vol d'essai et les pilotes suivent le programme du test et ils pointent au fur et à mesure ce qu'il reste à faire. C'est une opération qui demande une grande concentration parce qu'il y a beaucoup d'actions à mener en très peu de temps. triple 8 Tango, autorisation décollage piste 3-3. Autorisation décollage, piste 3. Ok, messieurs. C'est parti. Évidemment, le vol se réalise sans passagers à bord. En cabine, on ne compte que les 3 techniciens néo-zélandais et le représentant de leur aviation civile. Une fois le vol test terminé, tous repartiront à bord de l'Airbus à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce sont les responsables de la maintenance de l'avion. Et c'est une bonne chose que des techniciens prennent tout le temps nécessaire pour évaluer un avion. C'est une garantie de sécurité. On devrait toujours procéder ainsi. Pour Air New Zealand, ce vol est la dernière étape avant la remise en exploitation commerciale de l'avion. V1. Rotation. L'appareil est un Airbus A320, un bimoteur court-moyen courrier qui, à son lancement en 1988, a révolutionné le monde aéronautique. Il était différent des appareils classiques de l'époque parce qu'il se pilote avec un ordinateur. En même temps, ses commandes manuelles sont très performantes. Premier test.
Train sur rentrée. Vérifiez la bonne rentrée du train d'atterrissage. Top chrono. Les 3 trains d'atterrissage ont un temps précis pour rentrer dans leur logement. « 14 secondes, c'est bon. Triple 8 Tango, bonjour. Montez au niveau 180. S'éloignant de Perpignan, l'équipage quitte la tour et prend contact avec le contrôle régional de Bordeaux. On monte au niveau 180. Le plan de vol prévoit un parcours de 2h30. L'avion va survoler la côte atlantique avant de virer vers le sud, puis revenir sur Perpignan. Évidemment, le vol doit permettre le test de presque tous les systèmes. On doit faire quelque chose pendant la montée? Il est prévu de monter au niveau 310 et de prendre une inclinaison de 30 degrés. Vérifiez qu'il maintient bien l'inclinaison et qu'au-delà, il contrarie l'inclinaison. Le commandant Aurel demande à ses collègues d'engager un virage à forte inclinaison. Ok. Mais le commandant doit prévenir le contrôle avant d'entamer une manœuvre aussi brutale. Je vais les contacter. Triple 8 Tango. Pouvons-nous effectuer 1 ou 2 360? Nous sommes en vol de contrôle et nous aurions besoin d'avoir de l'espace pour quelques manœuvres. Le contrôleur est réticent. On ne peut pas autoriser un vol d'essai cet après-midi dans notre zone, monsieur. Le trafic est trop important. Ok. Mais en fait, ce vol était programmé pour ça et... L'espace aérien européen est très encombré et de nombreux avions volent dans toutes les directions. Donc si un vol d'essai survient à une heure de pointe, le contrôleur peut ne pas avoir d'autre choix que de refuser l'autorisation. Le commandant Keppel ne cherche pas à argumenter. Ok, pas de problème. On va retourner directement à Perpignan. L'équipage a certainement dû être légèrement agacé par le refus du contrôle. Mais les pilotes, par nature, savent s'adapter. Donc on s'adapte et on voit ça plus tard. Triple 8 Tango, descendez au niveau... Niveau 3, unité 0 et virez à droite. Virage à droite, triple 8 Tango. L'Airbus casse son plan de vol et fait un demi-tour par la droite pour revenir sur Perpignan. 20 minutes plus tard, il repasse sous le contrôle de la tour de l'aéroport. Mais alors que l'appareil entame sa descente, le commandant commence à perdre le contrôle. Il n'arrête pas de cabrer. Il cabre. L'avion se cabre de plus en plus. Ça vous paraît normal, les gars? Pousse sur le manche. Le commandant met plein gaz et pousse sur le manche pour ramener l'avion à son assiette normale, mais rien n'y fait. Le commandant pousse sur le manche. Il doit certainement faire un effort pour essayer de rabaisser le nez. Je pense qu'il ne comprend pas pourquoi l'avion ne répond pas alors qu'il met un maximum de puissance. Rentre les volets. Rentre les volets. Le commandant pense qu'en remontant les volets, il va peut-être plus facilement reprendre le contrôle. Mais la manœuvre reste sans effet. L'avion plonge maintenant vers la mer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Putain! Ah! Triple 8 Tango, contactez la tour. Triple 8 Tango, contactez la tour. J'ai une urgence. L'alerte est aussitôt lancée. Et en quelques minutes, les secours sont sur place. Mais ils ne trouvent aucun signe de survivant. This is clearly difficult and devastating news for the families of all concerned worldwide. Les recherches se poursuivent durant la nuit, alors que les enquêteurs commencent à recueillir les premiers témoignages. En fait, j'étais en voiture et j'allais vers là-bas et j'ai vu l'avion passer au-dessus de moi. Il a piqué d'un coup? Il a piqué d'un coup. Alors, voici la carte. L'enquête est menée par les équipes du Bureau Enquête et Analyse de l'Aviation Civile. À eux d'expliquer ce qui, à ce stade, paraît inexplicable. Ici. L'équipe du BEA est dirigée par Sébastien David.
La première phase des opérations en mer a consisté à rechercher de manière précise l'emplacement de l'épave. Et sur ses épaules pèse une forte pression. Au travail. Mobilisez tous les moyens possibles. L'A320 est le modèle le plus populaire et donc le plus répandu dans la gamme d'Airbus Industrie. De nombreuses compagnies aériennes dans le monde entier disposent d'Airbus A320 dans leur flotte. Il fut aussi le premier avion à utiliser des commandes entièrement électriques et informatisées. Sur l'A320, on pilote presque entièrement en automatique. Un défaut dans l'informatique, non détecté jusqu'à présent, pourrait conduire à un nouvel accident avec cette fois des dizaines de passagers à bord. Alors que l'enquête débute, les familles des victimes arrivent de Nouvelle-Zélande et d'Allemagne pour récupérer les corps de leurs proches. I didn't expect to be on my own at 34 like this. Les dirigeants d'Air New Zealand sont également sur place. My commitment to the families was I want to stay here until we can bring our boys home, or we're in a position to determine that that's not possible. Mais c'est quoi un vol de contrôle? Pour les enquêteurs, la nature inhabituelle du vol est une difficulté supplémentaire. On n'avait pas de cadre bien défini pour ce type de vol qui était très particulier. Retrouver les boîtes noires de l'avion est indispensable pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer à bord. We have to send the divers under the sea to find the plane. Mais le mauvais temps rend les choses compliquées et les plongeurs ont bien du mal à localiser l'épave. With a worsening forecast, the search and rescue teams have re-emphasized personally to me that there is real urgency behind their efforts to locate the 2 flight recorders. Les recherches sont dirigées par Ian Torres. Le fait d'avoir beaucoup de vent et beaucoup de houle en surface brassait l'eau et donc rendait la visibilité au fond déplorable, c'est-à-dire entre 50 cm et 1 mètre. Les autorités décident alors d'utiliser un sonar pour localiser les débris. Et ça a pu être fait grâce à l'utilisation d'un dragueur de mine de la Marine nationale qui, en utilisant un sonar, a permis de déterminer les grosses parties d'épave. Mais trouver l'épave est une chose. En remonter à la surface les parties les plus intéressantes, et notamment les boîtes noires, en est une autre. Il montait comme ça quand vous l'avez vu? En attendant, les enquêteurs se concentrent sur les témoins oculaires. On a retrouvé des témoins oculaires qui nous ont rapporté que la trajectoire de l'avion était particulièrement inhabituelle. Les témoins disent qu'il montait ici et qu'il descendait ici. Et juste là, il semblerait qu'ils aient perdu le contrôle de l'avion. Les premiers témoignages que nous avons pu récupérer ont été très importants pour le début de l'enquête. Les enquêteurs s'interrogent. Les pilotes ont-ils perdu le contrôle en réalisant un des tests prévus lors du vol? Ils cherchent à en savoir un peu plus auprès des contrôleurs aériens. Ils voulaient faire des 360. Nous sommes en vol de contrôle et nous aurions besoin d'avoir de l'espace pour quelques manœuvres. Je leur ai dit impossible. Ils apprennent que leur demande de virage à grande inclinaison a été refusée par le contrôleur. Le trafic est trop important. Ok, pas de problème. On va retourner directement à Perpignan. A priori, les tests en vol ont été annulés. Donc ils ne peuvent pas être à l'origine de la trajectoire fatale suivie par l'avion. Finalement, les boîtes noires sont retrouvées par les plongeurs 3 jours après l'accident. La première contient l'enregistrement de conversations dans le poste. La deuxième a enregistré plusieurs centaines de paramètres de l'avion. Tout doux, tout doux. Johan Condet est l'un des enquêteurs du BEA. Les enregistreurs ont été récupérés très rapidement, ce qui nous a en fait permis de supposer que nous allions récupérer aussi également très rapidement les données des enregistreurs. Les boîtes ont été immergées dans l'eau de mer. Et avant d'en extraire les données, il faut d'abord sécher les cartes mémoire. Vu que le boîtier protégé a été immergé et qu'il n'est pas étanche, c'est la raison pour laquelle en fait on l'ouvre, on retire les différentes protections qui enrobent les cartes qui contiennent les données. Et une fois cette carte extraite, nous la séchons puis effectuons la lecture.
Malheureusement, la première tentative ne donne aucun résultat. Merde. Il doit rester de l'humidité à l'intérieur. Donc nous n'avons pas réussi à récupérer les données des enregistreurs. En principe, nous avons un laboratoire qui sert à cela, qui a été développé pour ça. Et donc il a été très frustrant de ne pas réussir à récupérer ces données issues des enregistreurs. Les enquêteurs redoutent que l'humidité et le sel marin n'aient endommagé les enregistrements. Par précaution, ils préfèrent envoyer les 2 boîtes noires chez leur fabricant aux États-Unis pour une nouvelle tentative de lecture. Et Honeywell, en fait, possède un outil spécifique qui permet de lire les cartes individuellement. Paraissait être le moyen le plus rapide initialement pour récupérer les données. En attendant le résultat de ces analyses, les enquêteurs se tournent vers les débris de l'avion remontés à la surface. Et plus particulièrement sur ceux des 2 réacteurs de l'appareil. Pousse sur le manche! Une défaillance des moteurs pourrait en partie expliquer la chute brutale de l'avion. Et l'étude des pales des turbines fournit de précieux indices. Et donc l'exploitation de ces films nous a permis de voir que des dommages étaient très importants sur les hôtes de fan et pouvaient vraisemblablement coïncider donc avec des moteurs qui ont impacté l'eau avec une vitesse de rotation importante. En clair, les moteurs étaient en parfait état de marche au moment de l'impact avec la mer. Je ne vois aucun problème ici. C'est là. Ça fait 3 semaines que les ingénieurs travaillent dessus. Les enquêteurs s'intéressent aussi au dossier de maintenance de l'Airbus A320. Voyez si vous trouvez quelque chose, ok? Ils savent que l'avion venait de subir un contrôle technique de 3 semaines avant son retour dans la flotte d'Air New Zealand. C'est important que les 2 compagnies connaissent l'état exact de l'appareil avant qu'elles ne fassent le contrôle technique, chacune de leur côté. Si l'avion était victime d'une défaillance technique, elle devait forcément figurer dans le dossier de maintenance. Mais à la lecture, rien n'indique la moindre défaillance. Quelqu'un? Quelque chose? Rien du tout? Ils pensaient que l'avion était très sûr et que surtout il était en conformité avec toutes les obligations contractuelles. Bref, les enquêteurs font chou blanc sur la maintenance. Et l'origine du crash demeure totalement mystérieuse. Leur dernier espoir repose sur le contenu des boîtes noires. Alors nous avons eu un sentiment d'énorme frustration, puisque nous attendions énormément des données qui étaient enregistrées dans les 2 boîtes noires, et malheureusement il a fallu attendre. Enfin, 6 semaines après l'accident, le constructeur américain réussit à extraire les données des 2 boîtes noires et les transmet aussitôt aux enquêteurs. Lancez la lecture. Nous sommes en vol de contrôle et nous aurions besoin d'avoir de l'espace pour quelques manœuvres. Ils ont la confirmation que le contrôle a bien refusé à l'équipage l'autorisation de se livrer au test en vol. On ne peut pas autoriser un vol d'essai cet après-midi dans notre zone, monsieur. Le trafic est trop important. Puis, ils entendent quelque chose qui retient leur attention. On n'a pas encore testé la VHF-3, n'est-ce pas? Il faut prévenir pour ça. En fait, malgré le refus du contrôleur, l'équipage semble avoir malgré tout procédé à quelques tests. Ok, on peut faire la VHF-3. Stop. Remettez ça. Les enquêteurs notent scrupuleusement les différents tests ainsi réalisés. Ok, on peut faire la VHF-3. Système de navigation 2. Alors le fait que le contrôleur n'ait pas accepté des demandes de manœuvre ayant un impact sur la trajectoire de vol de l'avion a déstabilisé l'équipage et a conduit en fait cet équipage à improviser la suite du programme de vol qui était prévu. 888 Tango, descendez au niveau 3, unité 0 et virez à droite. Virage à droite, 888 Tango. L'équipage met donc à profit son retour vers Perpignan pour réaliser des tests. Ok, c'est bon. Pendant le virage, on se met à 30 puis à 45 degrés. Il s'agit d'un virage à forte inclinaison qui va permettre au commandant de tester les systèmes de sécurité de l'avion, empêchant une inclinaison dangereuse. Sans les mains maintenant. Le but de la manœuvre est de vérifier que l'ordinateur remet bien l'avion à plat. Oui, voilà, c'est tout bon. Test d'angle d'inclinaison 7. Il n'est plus question de test maintenant. Ils improvisent là.
À ce moment-là, ils savent qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout du programme de test. Et donc ils cherchent à optimiser le temps de vol qui leur reste. Il faut se mettre en survitesse. L'équipage a suivi le programme de vol en saisissant la moindre opportunité pour pouvoir effectuer les vérifications prévues. Vous voulez entendre l'alarme de survitesse? C'est d'accord. Certains tests sollicitent les systèmes de protection et de sécurité de l'appareil et déclenchent dans le poste différentes alarmes. Ah voilà, on peut l'éteindre si vous voulez. Survitesse, 8. En une demi-heure, l'équipage réussit à réaliser malgré tout une douzaine de tests. C'est un équipage concentré. Un vol de contrôle, c'est le bonheur du pilote. Mais c'est en même temps très difficile, parce que vous enchaînez les actions de pilotage. Nous avons eu l'impression que tout allait très vite pour l'équipage. Alors que l'avion passe sous la couche nuageuse, l'équipage décide de réaliser un dernier test. Maintenant, on fait quoi? On va y aller doucement avec la reprise. Pour ce test, on amène l'appareil bien en dessous de la vitesse normale, pour que les systèmes de sauvegarde automatique s'enclenchent et qu'on puisse vérifier leur fonctionnement. L'équipage réduit donc les gaz pour amener l'avion proche de sa vitesse de décrochage. À cet instant, les ordinateurs de bord doivent automatiquement remettre de la puissance pour éviter le décrochage. En dessous des nuages. On n'aime pas effectuer des tests de réduction de vitesse à basse altitude. On préfère le faire à partir de 3000 mètres, parce que si on rencontre un problème, on a une bonne marge de manœuvre pour s'en sortir. Réduisez la vitesse, ajustez l'inclinaison, volet rentrée. Le commandant réduit donc sa vitesse et attend que les protections automatiques se déclenchent. Mais apparemment, rien ne se passe. Et en quelques secondes, le test vire au drame. Il n'arrête pas de gueuler. Pourquoi les protections n'ont pas marché? Pourquoi l'avion ne répond pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez parfaitement qu'il vous reste très peu de temps. Mais la seule question qui vous obsède, c'est pourquoi l'avion ne répond pas comme il l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Les systèmes de protection sur l'Airbus A320 sont extrêmement performants. Un exemple, en 2009, peu après son décollage de New York, un Airbus d'US Airways percute en plein vol un banc d'oies sauvages. Les deux moteurs s'étouffent et l'avion se transforme en planeur. Le commandant Sullenberger décide de tenter un amérissage sur la rivière Hudson. Il utilise alors les protections de l'avion pour l'aider à trouver le meilleur angle d'incidence et réussit à se poser et à sauver les passagers et l'équipage. Les enquêteurs se demandent si l'accident du vol 888 n'est pas en train de révéler un défaut caché dans les systèmes de protection qui font de cet avion un des appareils les plus sûrs du marché. Un défaut susceptible de mettre en jeu la vie de milliers de passagers volant sur cet avion. Nous devions comprendre l'ensemble des conditions qui étaient susceptibles de conduire à cet événement. L'enquête est toujours en cours lorsque le 1er juin 2009, un nouveau drame endeuille le transport aérien. Un Airbus A330 d'Air France reliant Rio de Janeiro à Paris s'écrase en plein océan Atlantique. Bilan, 228 victimes. Au BEA, c'est le branle-bas de combat. Il faut former de toute urgence une deuxième équipe d'enquêteurs pour le vol Air France 447. L'accident de la F447 a eu pour conséquence en fait le départ de certains membres de l'équipe vers l'équipe d'enquête de cet événement. Et du coup, pour notre enquête, ça a été plus compliqué pour travailler. Sébastien David voit les effectifs de son équipe se réduire alors que la pression augmente pour résoudre le mystère du vol 888. Monsieur David, j'ai les données du capteur d'angle d'incidence. Voyons ça. Depuis des semaines, les enquêteurs attendent cet élément, qui va peut-être leur permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le ciel de Perpignan. Il s'agit d'une synthèse des informations recueillies par les capteurs d'incidence. C'est étrange. Or, en plein milieu du vol, deux de ces capteurs ont cessé au même moment de fonctionner correctement. Nous savons qu'ils étaient en descente et les capteurs indiquent une montée.
Les capteurs d'angle d'incidence agissent comme de petites girouettes installées sur le fuselage de l'avion. En vol, ils vont pivoter en fonction de la position de l'appareil. Leurs mouvements sont transmis aux ordinateurs de bord qui déterminent alors la meilleure assiette pour un vol sécuritaire. C'est quelque chose qu'un avion calcule en permanence. Et c'est très important, car ça permet de prévenir les pilotes du risque de décrochage. Si un de ces capteurs se bloque accidentellement, faute d'information, les ordinateurs ne peuvent plus travailler et donc protéger l'avion des angles dangereux. Il faut qu'on analyse ces capteurs. Mais les capteurs, pour l'instant, sont quelque part au fond de la Méditerranée. Je pense que la totalité des forces de gendarmerie étaient mobilisées pour cette recherche, puisqu'on leur a bien fait comprendre que c'était vraiment important pour l'enquête. Pour les plongeurs, le travail sur l'épave est éprouvant. Ils doivent travailler en équipe et respecter les paliers de décompression. Le fait de plonger à 40 mètres, ça commence à devenir ce qu'on appelle l'espace lointain. Et donc les temps d'exposition sont beaucoup plus courts du fait qu'il faut ça, bien sûr, quand ce sont des plongées à l'air. C'est vraiment de l'air comprimé. Mais la chance sourit aux enquêteurs. 2 jours après le début de ces nouvelles recherches, les 2 capteurs sont retrouvés. L'une était toujours attachée à un morceau de fuselage. La deuxième était posée toute seule sur le sol, donc avec juste la palette rompue. Les techniciens commencent par tester la partie mobile des capteurs. Un problème? Elle fonctionne parfaitement. Il nous paraissait peu possible qu'un problème technique commun puisse bloquer 2 sondes d'incidence au même moment à des valeurs identiques. La défaillance simultanée des 2 capteurs d'incidence paraît totalement inexplicable. Quelque chose les a bloqués. J'aimerais revoir les données du vol. Sébastien David se replonge alors dans l'enregistrement des paramètres du vol, à la recherche du moindre indice capable d'expliquer la défaillance simultanée des 2 capteurs. Je n'ai jamais entendu parler d'une panne simultanée des angles d'incidence. L'enquêteur décide de réaliser un graphique avec les températures de l'air aux différentes altitudes utilisées durant le vol. Moins 50 à 32 000 pieds. À haute altitude, la température de l'atmosphère est extrêmement froide. Et Sébastien David s'interroge. Les capteurs peuvent-ils geler? Un givrage du mécanisme des capteurs pourrait expliquer le blocage de leur mouvement. Le givrage aurait logiquement touché les 2 capteurs en même temps. Il n'arrête pas de cabrer! Du coup, les capteurs auraient envoyé des informations erronées aux ordinateurs. Il cabre! Si les 2 capteurs d'angle d'incidence sont gelés, ils ne peuvent plus alimenter les ordinateurs de bord en informations fiables. Sauf que les capteurs sont conçus pour ne pas geler en vol. À l'exception peut-être de conditions météo exceptionnelles. Nous avons examiné les conditions météorologiques qui étaient présentes lors de la croisière pour voir si ces conditions avaient pu bloquer les 2 sondes d'incidence. Mais la piste se révèle une impasse. Il faisait très beau ce jour-là. Le vol 888 s'est donc déroulé avec une météo tout à fait correcte. Les enquêteurs se disent alors que le problème n'est peut-être pas survenu en vol, mais au sol. Est-ce que de l'eau aurait pu s'infiltrer à l'intérieur des capteurs censés être étanches et geler une fois en vol? Donc, l'eau aurait dû cheminer tout du long, jusqu'ici. Mais pour s'infiltrer dans le capteur, l'eau aurait dû se livrer à un véritable parcours du combattant. Hypothèse peu crédible. Finalement, les enquêteurs abandonnent la piste de l'eau qui aurait gelé. Et en étudiant de nouveau les débris des capteurs, ils découvrent une autre piste, impliquant cette fois la peinture. Ça aurait dû être pensé. Qu'est-ce que ces peintres ont fait d'autre? Nous voulions nous concentrer sur l'ensemble des opérations de maintenance liées aux sondes d'incidence. Les enquêteurs se rendent chez EAS, la société de maintenance où l'avion a passé les 3 semaines précédant l'accident. Le principal travail consistait à le remettre aux couleurs d'Air New Zealand, et donc à refaire entièrement la peinture. Nous avons enquêté sur les opérations de peinture puisque les sondes d'incidence sont normalement protégées.
La procédure indique que les capteurs doivent être protégés pour que la peinture ne vienne pas endommager leur mécanisme. Quand on peint un avion, on protège certaines pièces avec des protections spéciales. On fait pareil quand on peint une voiture, on protège ses phares, par exemple. C'est une analogie un peu simpliste. Mais disons que le principe est identique, même si les opérations de peinture sont bien plus complexes pour les avions. Une protection insuffisante a pu entraîner une pollution des capteurs par la peinture, et leur défaillance en vol. C'est évident que l'intérêt de l'enquête s'est focalisé un petit peu sur ce point pour voir s'il y avait une possibilité de blocage par de la peinture qui aurait adhéré et empêché donc la rotation de la girouette. Les données des capteurs sont réétudiées avec minutie sur les enregistrements des boîtes noires. Si cette hypothèse est la bonne, les capteurs d'angle d'incidence ont dû être défaillants durant toute la durée du vol et pas seulement juste avant l'accident. On monte au niveau 180. Mais les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent aucune anomalie. Les capteurs ont parfaitement fonctionné durant les 22 premières minutes. On doit faire quelque chose pendant la montée? D'ailleurs, les enregistreurs montrent que la sonde est vivante sur le début du vol. Cette histoire de peinture est elle aussi une fausse piste. L'origine du drame est ailleurs, mais où? Ok. Tenaces, les enquêteurs se replongent une nouvelle fois dans le dossier de maintenance et s'aperçoivent qu'une fois repeint, l'avion devait être également nettoyé. Nous avons constaté qu'au cours des opérations de peinture, de la poussière s'était accumulée sur le haut du fuselage et que cette poussière avait dû être enlevée. Dites-moi exactement comment vous l'avez nettoyé. Écoutez, nous avons suivi la En théorie, les techniciens en charge du nettoyage sont censés utiliser des chiffons propres pour retirer la poussière. Mais cette fois, l'avion a été carrément rincé avec de l'eau à haute pression. Les opérations de peinture ayant pris du retard, un rinçage de l'avion a été effectué pour gagner du temps plutôt que d'appliquer la procédure prévue. En nettoyant de cette manière les capteurs qui n'étaient plus protégés, est-ce que de l'eau aurait pu s'infiltrer? L'hypothèse du gel revient sur la table. Pour la vérifier, un essai grandeur nature est organisé. Donc dès lors qu'on a eu l'information que l'avion avait pu être rincé avec donc un tuyau branché sur le réseau d'adduction générale, donc on s'est procuré les caractéristiques de pression et de flux. Ok, coupe-le. Ok, on l'emmène au labo. Avant, le capteur est placé dans un congélateur. Le but est de reproduire les températures très basses de la haute altitude. À ce stade, on a retiré la sonde de la chambre environnementale et on a procédé donc à une ouverture. Je parie qu'il y a de la glace à l'intérieur. Il est bloqué. Les résultats du laboratoire semblent confirmer l'intuition des enquêteurs. La glace a bel et bien pu bloquer les mécanismes des capteurs. Et pour plus de certitude, un dernier test est ordonné. Nous avons effectué un test en vol pour connaître la température à l'intérieur des sondes d'incidence. C'est la première fois qu'un tel vol était effectué pour connaître cette température. Volontairement, les mécanismes des capteurs d'incidence d'un Airbus A320 sont pollués avec de l'eau avant le décollage. Une fois en vol, ils fonctionnent parfaitement à basse altitude. Jusque-là, ça va. Mais à 32 000 pieds, plus de 9 000 mètres, la température à l'intérieur des capteurs passe sous le 0 degré. Et nous y voilà. Les capteurs ne bougent pas. En toute logique, l'eau a gelé et les capteurs paralysés ont cessé de fonctionner. Nous avons constaté que lorsque l'avion a atteint son altitude de croisière, la température à l'intérieur des sondes d'incidence était négative, ce qui était cohérent avec le givrage de l'eau qui était présente à l'intérieur des boîtiers des sondes. Ok, vous pouvez les ramener. Et cela explique également pourquoi l'ordinateur n'a pas pu empêcher le décrochage lors de l'essai à basse vitesse. Réduisez la vitesse. Ajustez l'inclinaison, vol et rentrée. Avec les capteurs d'incidence bloqués, l'ordinateur n'avait plus aucune information sur l'angle d'incidence réel de l'avion. Les ordinateurs de commande de vol réagissent uniquement aux entrées des données qu'ils reçoivent. Dans ce cas-là, les entrées des deux angles d'incidence étaient fausses et l'ordinateur de contrôle de vol n'avait aucun moyen de le savoir. Il n'arrête pas de cabrer.
il cabre. Comme les capteurs d'angle d'incidence étaient bloqués, ils ne pouvaient pas déclencher le système de sauvegarde en cas de réduction de vitesse. Conséquence, tous les systèmes automatisés de sécurité de l'avion se sont retrouvés paralysés. Il demeure toutefois encore un mystère. Pousse sur le manche. Juste avant le crash, le commandant a essayé de reprendre le contrôle de l'avion. L'ultime niveau de protection, si vous voulez, c'est les pilotes. Le commandant Keppel a mis pleine puissance et a poussé sur le manche pour abaisser le nez de l'avion. C'est exactement ce qu'il faut faire pour empêcher un décrochage. Et pourtant, l'avion a continué à se cabrer jusqu'au moment où il a décroché et où il est tombé. Pourquoi l'avion n'a-t-il pas suivi les ordres du pilote? Les enquêteurs se lancent alors dans une reconstitution informatique des dernières minutes du vol, celle de l'essai à basse vitesse. Réduisez la vitesse, ajustez l'inclinaison, vol et rentrée. Ok, messieurs, c'est parti. Pour ce test, le commandant volontairement ralentit son avion. Mais les ordinateurs de bord laissent la vitesse descendre bien en deçà du seuil de sécurité. Ils laissent leur vitesse tomber à 100 nœuds. Les enquêteurs notent aussi l'apparition d'un message sur l'écran de vol principal quelques secondes avant le crash. Qu'est-ce que c'est? C'est une alarme indiquant aux pilotes que les ordinateurs n'arrivent plus à faire leur travail d'aide et de protection. Et qu'en conséquence, le pilotage repasse en mode manuel. Donc un message rouge apparaît au milieu du PFD, vous indiquant d'utiliser manuellement le trim de profondeur. Donc le message en anglais est Use Man Pitch Trim. Ce message d'alerte s'affiche dès que les ordinateurs reçoivent des informations contradictoires. Et en l'occurrence, c'est le cas. Un des capteurs d'incidence considère que l'avion est en palier, alors que l'autre le voit en forte montée. Quand un avion commence à recevoir des informations qu'il ne comprend pas, il dit « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est au pilote de régler ça. » L'avion laisse le contrôle au pilote à partir de là. Visiblement, l'équipage du vol 888 n'a pas vu ou n'a pas compris le message d'alerte apparu sur l'écran. Pousse sur le manche. Le pilote a bien poussé à fond sur le manche pour rabaisser le nez de l'appareil, mais ce n'était pas suffisant. Il aurait dû également ajuster le compensateur de profondeur. Ce système permet de maintenir la gouverne de profondeur dans une position donnée sans aucun effort du pilote, en compensant la force exercée par l'air sur la gouverne, d'où son nom de compensateur. Le compensateur automatique était désactivé. Les pilotes auraient dû l'actionner manuellement. Ils ne l'ont jamais fait. À ce moment-là, les pilotes sont dans une situation très critique. L'avion n'accélère pas, le nez remonte, c'est très dur de le rabaisser. Et en plus, ils sont à basse altitude. Les deux membres d'équipage ont essayé de récupérer le contrôle de l'avion, mais il semble qu'ils n'aient pas compris la situation. Les enquêteurs s'intéressent alors au parcours et notamment à la formation des pilotes. Étaient-ils réellement préparés à gérer une telle situation, somme toute exceptionnelle? Le commandant de bord avait une grande expérience en tant que commandant de bord. Il était également responsable des opérations de la compagnie XL Airways Germany. Le copilote avait une forte expérience en tant que copilote et le pilote d'Air New Zealand avait une grande expérience en tant que commandant de bord. Tout semble parfait. Les dossiers personnels sont sans faille. L'équipage était vraiment très expérimenté. Mais dans ce cas, difficile de comprendre pourquoi un équipage aussi expérimenté n'a pas réussi à réagir plus rapidement lorsque les difficultés ont commencé. Les enquêteurs suspectent la nature particulière du vol. Il s'agissait d'un vol de contrôle conçu pour tester les limites de l'appareil. Ok, c'est bon. Pendant le virage, on se met à 30 puis à 45 degrés. Ok. À chaque nouveau test réalisé, Sors les mains maintenant. les automatismes de l'avion sont sollicités. Oui, voilà, c'est tout bon. Du coup, même lorsque les alarmes se déclenchent, l'équipage n'y prête guère attention. Elles font partie du test. Il faut se mettre en survitesse. Vous voulez entendre l'alarme du survitesse? C'est d'accord. Ils s'attendent à ce que les automatismes fassent leur travail. Là voilà, on peut l'éteindre si vous voulez.
Il faisait trop confiance à l'avion. L'équipage n'a pas suffisamment surveillé la diminution de vitesse et a attendu le déclenchement des protections haute incidence. Malheureusement, dans ce cas-là, ils l'ont laissé faire jusqu'au moment où l'avion a commencé à décrocher. Pousse sur le manche. En plus, ils ont décroché à une altitude trop basse pour avoir une chance de s'en sortir. Rentre les volets, rentre les volets. Une fois engagés dans un décrochage à basse altitude, les 7 hommes du vol 888 n'avaient plus aucune chance. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Putain! L'automatisation est encore en pleine évolution. Avec les avions de la génération précédente, vous appreniez d'abord à piloter et ensuite à gérer l'informatique. Avec les avions des générations suivantes, vous apprenez principalement le métier de gestionnaire informatique. Il faut absolument améliorer et sécuriser l'interface entre les pilotes et les automatismes de l'avion. Le rapport officiel du BEA mit en lumière plusieurs causes à l'accident, notamment la mauvaise procédure de nettoyage de l'avion, mais aussi la décision dangereuse de pratiquer des tests à basse altitude. On va y aller doucement avec la reprise. Le BEA recommanda aussi de renforcer les conditions des vols de contrôle ainsi que la formation des pilotes. Cela a amené le BEA à émettre une recommandation de sécurité sur la formation des équipages à la récupération du décrochage et à l'approche du décrochage. Tous les pilotes doivent suivre un entraînement intensif en situation de perte de contrôle des commandes parce que c'est la première cause des accidents d'avion. C'est donc dans ce domaine que l'industrie aéronautique doit concentrer ses efforts pour améliorer la sécurité. Messieurs, bonjour. Les vols de contrôle existeront toujours et il est indispensable d'effectuer des vols de vérification de la maintenance. Il vaut mieux s'attacher. Il faut tirer toutes les leçons et ne jamais les oublier car nous continuerons longtemps à effectuer ce genre de vol.